Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence sur cette webconférence audience dont le sujet est lié et a trait à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Je suis avec Sarah Minsky. Bonjour Sarah. Bonjour. Et Emma Kira, qui Bonjour. travaille au service des équipes individuelles à audience et qui vont avoir le plaisir de présenter cette webconférence. D'un point de vue pratique, cette webconférence est enregistrée et vous pourrez avoir accès à l'issue de notre petite demi-heure au replay, et vous pourrez aussi télécharger le support. Vous avez sur la droite de votre écran une partie chat, une zone où vous pouvez poser des questions, et bien on fera le maximum pour pouvoir y répondre. Mais dans tous les cas, à la fin de la webconférence, on regardera les questions qui ont été posées au chat et on tâchera d'y répondre en direct si ce n'a pas été fait au fur et à mesure. Voilà. Sarah, Emma, je vous laisse la parole. Peut-être préciser qu'il y a la possibilité pour les personnes malades d'accès à du sous-titrage au travers de la présence aujourd'hui qu'on remercie d'Axéo. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans le cadre du chat pour nous indiquer si vous avez des besoins spécifiques sur ce sujet-là, afin qu'on puisse vous envoyer un lien d'accès à du sous-titrage. Absolument. On est parti. Alors, merci tout d'abord à toutes et à tous d'être avec nous pour ce webinaire qui va vous aider en fait à remplir votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Vous avez jusqu'à la fin de l'année en fait pour mettre en place des actions. Donc, on vous présente le plan. On va d'abord vous faire un rappel législatif sur cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés et vous repréciser ce qui est le statut de travailleur handicapé appelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH. Et ensuite, en fait, nous vous présenterons différents moyens qui vous permettent de mettre en place cette obligation d'emploi, donc au travers de la question du recrutement, du maintien dans l'emploi, de l'alternance et d'avoir accès à des stagiaires. Nous aborderons également la question d'avoir recours au secteur du travail protégé et adapté, qui est également un moyen de minorer votre obligation d'emploi. Et on finira en fait en vous présentant les actions de la mission handicap du spectacle vivant enregistré et en vous indiquant comment nos actions au travers de la mission handicap peuvent vous aider à remplir cette fameuse obligation d'emploi. Alors, premier rappel du contexte législatif. En fait, il y a trois grandes lois qui ont jalonné la question de l'emploi et du handicap en France. La loi du 10 juillet 1987, qui est la première loi qui fixe cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés de 6% pour les entreprises ayant plus de 20 salariés, quel que soit le secteur de l'entreprise. Et dans le cadre de cette première loi, il y a différents moyens de remplir cette obligation d'emploi. Donc, soit recruter directement, maintenir dans l'emploi des travailleurs handicapés, faire appel à des stagiaires, à de l'alternance et également avoir recours au secteur du travail protégé adapté. Donc, nous allons, au cours de ce webinaire, vous présenter ces différents moyens pour vous aider à remplir cette obligation d'emploi. C'est dans le cadre de cette loi également qui est créée l'AGEFIP, l'Association nationale pour la gestion du fonds destiné à l'insertion des travailleurs handicapés. Et pour les entreprises en fait qui ne parviennent pas à remplir leur taux d'emploi de 6%, en fait, l'AGEFIP collecte la fameuse contribution et ensuite finance, met en place des actions destinées à l'emploi des travailleurs handicapés. La deuxième loi, la loi de 2005, va plus loin au travers notamment de l'élargissement de la notion du handicap. Donc, je vais vous lire la définition qui est donnée dans le cadre de cette loi. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un type
de santé invalidant. Donc, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans le cadre de cette définition. Et en fait, on voit que sont ajoutés dans la définition du handicap les maladies invalidantes et les troubles psychiques, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui est important aussi dans le cadre de cette loi, c'est qu'on parle de la compensation du handicap. C'est-à-dire qu'une situation de handicap est toujours en lien avec un environnement. Et si on arrive à mettre en place des actions, à adapter le poste de travail, on va pouvoir compenser la situation de handicap. Et la dernière loi, donc la réforme de 2020 qui est en lien en fait avec la loi qui découle de la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a en fait comme objectif d'obtenir une vision plus précise de l'emploi des travailleurs handicapés au sein des entreprises en France, car dorénavant, toutes les entreprises devront effectuer leur déclaration, pas uniquement les entreprises de plus de 20 salariés. Et alors, autre changement important dans le cadre de cette réforme, c'est que dorénavant, le décompte des effectifs au sein des entreprises se fait maintenant au niveau de l'entreprise en elle-même et non plus établissement par établissement. Et du coup, depuis 2020, on a constaté que des entreprises qui auparavant n'étaient pas soumises à cette obligation d'emploi, le fait que dorénavant le décompte se fasse au niveau de l'entreprise, ont fait rentrer de nouvelles entreprises dans le cadre de cette obligation d'emploi. Chose importante aussi dans le cadre de cette réforme, c'est qu'il y a une mise en avant de l'emploi direct. Dorénavant, tous les types d'emplois sont pris en compte dans le décompte de l'obligation d'emploi. Par exemple, avoir recours à des périodes de mise en situation ou recruter des alternants ou des stagiaires. On précisera un petit peu ce moyen ultérieurement. Cette réforme visait également à simplifier la déclaration qui se fait dorénavant au travers de la DSN, la déclaration sociale nominative. Dans le cadre de cette réforme également, les contributions maintenant ne sont plus directement versées à l'AGEFIP comme c'était le cas auparavant. Il y a un SAS qui est l'URSSAF, donc la contribution passe par l'URSSAF et dans un second temps, l'AGEFIP va récupérer ses contributions. On peut passer au slide dessus. Voilà. Alors, qui dit déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés, dit travailleurs handicapés. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir une problématique de santé qui fait qu'on est travailleur handicapé. Il faut en fait qu'il y ait une reconnaissance administrative de la situation de santé. Donc, cette reconnaissance, c'est une démarche personnelle et volontaire. C'est au travailleur d'effectuer cette démarche. Cette démarche est à faire auprès d'une structure qui s'appelle la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui va statuer et qui, au vu de la situation de santé, si cette situation de santé a des répercussions au niveau de l'activité professionnelle, va décider d'attribuer cette reconnaissance. Jusqu'à présent, cette reconnaissance était toujours attribuée pour une période définie. En moyenne, c'était autour de 5 ans. Et dans le cadre de la réforme de 2020, pour les handicaps jugés irréversibles, cette reconnaissance peut être attribuée à vie, ce qui permet à la personne de ne pas devoir régulièrement devoir rejustifier de sa situation de santé. Et en fait, cette reconnaissance administrative est indispensable pour pouvoir bénéficier des aides de l'AGEFIP, dont on va vous parler de ces aides dans la suite de ce webinaire. Donc, par la suite, je vais présenter tout ce qui concerne en fait le recrutement avec une focalisation donc sur les questions de l'alternance. Je vous présente donc d'abord les structures en principe ou les dispositions spécifiques et puis les aides à AGEFIP concernées que nous avons repérées. Alors, donc pour le recrutement, au niveau des différentes structures spécifiques, vous avez peut-être entendu parler du Cap Emploi Samet qui ont fusionné donc il y a quelques années. Et ce sont des conseillers donc du réseau Cap Emploi Samet qui sont présents dans chaque département et qui peuvent apporter des aides et des conseils pour le recrutement, l'intégration et le maintien dans l'emploi de vos collaborateurs qui sont reconnus travailleurs handicapés. Pour le recrutement, je donne un petit peu quelques pistes. Pour un recrutement, par exemple, spécialisé dans le spectacle, nous avons repéré 2 agences, l'agence Singulariste et l'agence Colette, qui se définissent un peu comme des agences inclusives, donc qui affirment bien une volonté d'intégrer une plus grande représentativité de la société et qui ont donc dans leur base des comédiens ou des professionnels reconnus travailleurs handicapés.
Bien sûr, il y a toujours d'autres agences d'intérim ou plateformes spécialisées pour un recrutement dans des fonctions, on va dire, transverses. Par exemple, Cliff par Instad, ou alors il y a une autre plateforme qui est très bien, c'est emploi.com ou Handicap Job, etc. Voilà donc un petit peu au niveau du recrutement, que ce soit donc recrutement spécifique dans les spectacles ou recrutement un peu plus sur des fonctions un peu plus générales. Au niveau des aides à GFIP, il y en a 3 qui peuvent être concernées. Voilà. Après, voilà, à voir à chaque fois, au cas par cas, et selon aussi les changements. Il y a beaucoup de changements qui se font parfois sur les aides de la GFIP, donc il faut vraiment, voilà, ne pas hésiter à prendre contact avec un conseiller Cap Emploi ou Mission Locale ou Pôle Emploi. Cap Emploi, ça m'aide de préférence. Alors, au niveau des aides de la GFIP, il y a d'abord donc l'aide à l'accueil et à l'intégration et bien sûr l'évolution professionnelle. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 000 euros, 3 000 et quelques euros. Et on peut financer, par exemple, l'accompagnement du manager dans la prise en compte du handicap, le tutorat ou le coaching des collaborateurs reconnus travailleurs handicapés. Un programme de sensibilisation, de formation d'un collectif de travail. Comme pour toutes les aides à GFIP, elle peut être demandée par l'entreprise elle-même en s'adressant à la délégation régionale de la GFIP et en remplissant un formulaire que vous trouvez en ligne sur le site de la GFIP. Ça s'appelle un formulaire de demande d'intervention. C'est le même formulaire pour toutes les aides, en fait. Hein. Et c'est une aide qui, donc, peut être également demandée à travers un conseiller Cap Emploi, ça m'aide, par exemple, un conseiller Pôle Emploi ou mission locale. Toujours la même chose. C'est une aide comme pour la plupart des aides que je vais présenter par la suite, qui commence, en fait, à pouvoir être déclenché à partir de 6 mois de CDD, donc à partir de 6 mois de contrat ou de CDI. Si on passe vers la diapositive suivante, on va voir un peu les 2 autres aides que nous avons repérées. Donc, c'est l'aide à l'adaptation des situations de travail. Et donc, c'est toute aide technique, par exemple, humaine, qui peut être lié au accès ou au maintien dans l'emploi. Le montant, il est variable. Le montant, il est variable également pour l'aide que vous voyez après. C'est l'aide donc à la formation. Donc, il s'agit d'une personne, un collaborateur travailleur handicapé qui souhaite, par exemple, se former pour maintenir son emploi. Et donc, l'objectif, c'est maintenir l'employabilité toujours. L'aide, elle reste toujours variable. Elle varie selon les besoins, la formation. Et si vous vous rapprochez d'un conseiller Cap Emploi, il y a peut-être d'autres types d'aides qu'on peut combiner qui peuvent, par exemple, être intéressantes. On peut, en fait, demander une aide à la formation et en même temps, la personne reconnue travailleur handicapé peut demander une autre aide de son côté selon ses besoins. Voilà, donc les aides, elles sont cumulables entre elles. Elles sont en fait tout simplement à demander auprès de la GFIP ou à travers un conseiller Cap Emploi SAMET. On va faire en fait un focus sur l'alternance parce que vous avez peut-être remarqué, donc si on va vers la slide d'après, vous avez peut-être remarqué qu'il y a effectivement, et encore celle d'après, encore la diapositive d'après, on sera bon. Merci beaucoup. Et donc, au niveau des diapositives, donc là, vous voyez qu'on est sur une diapositive sur l'alternance avec des dispositions toujours et les aides de la GFIP. Alors, pour rappel, au niveau de l'alternance, on parle de 2 types de contrats essentiellement, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Les contrats, en principe, s'adressent à des personnes entre 16 à 25 ou 29 ans selon le contrat. Et c'est vrai que quand on parle des collaborateurs qui sont reconnus travailleurs handicapés, il y a cette limite d'âge qui n'existe plus, donc quand il s'agit de travailleurs handicapés. Et ce qui a été également supprimé, c'est la limite en fait des durées du contrat. Par exemple, le contrat d'apprentissage peut être en fait signé pour 4 ans. Julien, là, c'est bon ou pas? Au niveau des aides de la GFIP, il y a en fait des aides accordées qui sont donc à la signature du contrat, en sachant toujours que le contrat, il doit faire plus de 6 mois, donc il doit faire 6 mois minimum. Les aides commencent à partir du 6e mois et le contrat, il doit faire également un minimum de 24 heures par semaine.
Concrètement, pour toutes les aides AGEFIP qui existent au niveau du recrutement et qui concernent l'alternance, l'aide, elle peut aller jusqu'à 4 000 € maximum pour un contrat d'apprentissage et 5 000 € pour un contrat de professionnalisation. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur le recrutement et l'alternance. À toi, Sarah. Oui. Alors, on va enchaîner sur un autre moyen en fait qui vous permet en tant qu'employeur de remplir votre obligation d'emploi de travailleurs handicapés et en fait avoir recours à ce qu'on appelle le secteur du travail protégé et adapté. Alors, qu'est-ce que la sous-traitance? En fait, il existe deux types d'entreprises. Alors, d'une part, les ESAT, c'est-à-dire les établissements ou services d'aide par le travail, qui sont en fait des établissements qui relèvent du milieu protégé, qu'on appelait auparavant les CAT, les centres d'aide par le travail. Il s'agit en fait d'établissements médico-sociaux qui proposent aux travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle adaptée à leurs capacités professionnelles. Et au sein des ESAT sont accueillis en général des personnes qui présentent un handicap mental. Et au sein des ESAT, 100% alors on ne parle pas de salariés, on parle d'usagers des ESAT. Et les usagers des ESAT, en fait, perçoivent une allocation adulte handicapé. Donc ça, c'est le premier type de structure. Le deuxième type de structure, ce sont les entreprises adaptées qui, elles, en fait, relèvent du milieu ordinaire. Et en fait, du fait de leur convention, elles ont des financements particuliers qui leur permettent en fait d'accueillir au sein de leurs effectifs au minimum. Elles sont tenues d'avoir au minimum 55% de travailleurs handicapés. Et en général, en fait, ces entreprises adaptées sont des passerelles qui permettent aux travailleurs handicapés d'intégrer ou de réintégrer une entreprise classique. Alors, en fait, si du fait des spécificités de vos entreprises, vous n'avez pas moyen de recruter directement des salariés en situation de handicap, le fait en fait de faire appel à la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté, comme ces établissements, eux, accueillent majoritairement des travailleurs handicapés, ça va vous permettre en fait de minorer le montant de votre contribution auprès de l'AGEFIP. Ça vous permet aussi, ça, on ne vous en a pas parlé, en fait, les entreprises qui ne mettraient en place aucune action sur les 3 dernières années pourraient avoir ce qu'on appelle une surcontribution, c'est-à-dire un montant de leur contribution multiplié. Et donc, le fait de faire appel également à de la sous-traitance vous permet aussi, si vous avez un montant minimum d'achat auprès de ces établissements, d'éviter cette surcontribution. Donc, on vous a mis quelques chiffres sur le nombre d'établissements qui relèvent du secteur protégé adapté, donc environ 800 ESAT, plus de 1400 entreprises adaptées. Il faut savoir que les activités qui sont proposées au sein de ces établissements sont très variées. Alors, il y a ce qu'on appelle des activités généralistes, ça peut être traiteur, restauration, du nettoyage, de l'accueil, mais on a aussi identifié ce qu'on a appelé des prestations spécifiques un peu cœur de métier, qui pourrait intéresser les entreprises, vos entreprises qui relèvent du secteur culturel. Alors, par exemple, pour des entreprises qui travaillent qui relèvent de la production audiovisuelle, on a identifié des prestataires qui font du sous-titrage, la traduction de synopsis. On a identifié aussi des entreprises adaptées qui font de l'entretien de costumes. Et il y a aussi des entreprises adaptées qui mettent en place tout ce qui peut concerner de l'événementiel, de la communication, de la mise à disposition de salles, par exemple, pour des événements. Donc, voilà. Si la question du recrutement ou du maintien dans l'emploi est difficile au sein de vos entreprises, il faut savoir qu'avoir accès à de la sous-traitance est également un moyen alors de remplir votre obligation d'emploi et en tout cas d'amoindrir le montant de votre contribution auprès de l'AGEFIP et également d'éviter la surcontribution. Alors, on arrive à la dernière partie de notre webinaire qui est en fait la présentation de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. Alors, Audience, en fait, a piloté entre 2017 et 2020 la première mission handicap
dans le secteur culturel qui était spécifique à la branche de la production audiovisuelle. Depuis septembre 2020, se sont ajoutés de nouveaux secteurs. Donc, nous accompagnons toujours la production audiovisuelle, mais se sont ajoutés le cinéma, le spectacle vivant, donc théâtre, opéra, danse, la radio, l'édition musicale et phonographique et les prestataires techniques, spectacle vivant et audiovisuel. Dans le cadre de cette mission handicap du spectacle vivant enregistré, nous avons deux grands axes, deux grands objectifs. Donc, un axe qui est dédié en fait aux entreprises, donc accompagner les entreprises dans la gestion de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et un axe dédié aux professionnels de nos secteurs confrontés à des difficultés de santé ou en situation de handicap, pour qui la question du retour ou du maintien dans l'emploi peut être difficile du fait de la situation de santé. Alors voilà, là, on rentre un petit peu dans le détail de ces deux axes. Alors, l'axe destiné aux entreprises, dans le cadre de la mission handicap, nous sommes en fait en convention sur 3 ans avec la GFIP. Donc là, la mission handicap court jusqu'en septembre 2023. Donc, elle est destinée à toutes les entreprises des branches que je vous ai citées. Et alors, même les entreprises qui ne seraient pas soumises à l'obligation d'emploi, mais on mène des actions proactives spécifiquement auprès des entreprises de plus de 20 salariés. Donc, concrètement, nous accompagnons les entreprises sur toutes les questions liées à l'obligation d'emploi, donc notamment au niveau de la gestion de l'obligation d'emploi, par exemple, même au niveau de la déclaration auprès de la DSN. On met en place un certain nombre d'actions de sensibilisation et d'information. Le webinaire aujourd'hui est également porté dans le cadre de la mission handicap. Les actions de sensibilisation qu'on propose peuvent être destinées soit au personnel des ressources humaines, soit aux managers, mais également on a pu mettre en place des actions de sensibilisation destinées aux salariés permanents ou intermittents du spectacle. On accompagne également sur toutes les questions liées au recrutement. On a notamment accompagné le Festival d'Avignon lors d'un job dating en avril dernier. Ils avaient un certain nombre de profils à recruter. Donc, on a identifié des acteurs locaux, donc Cap Emploi, Pôle Emploi, l'AFDAS, pour permettre des mises en relation entre des travailleurs handicapés et le Festival d'Avignon, qui recherchait majoritairement en fait des agents d'accueil, des agents de billetterie dans le cadre du festival. On informe également sur toutes les aides qui peuvent être mobilisables auprès de la GFIP, dont Emma vous en a présenté quelques-unes. On a un axe également sur la sous-traitance, dont je vous ai également parlé auprès du secteur protégé adapté. La spécificité de la mission handicap, nous sommes en lien avec un partenaire, on est en convention en fait avec une structure qui s'appelle le réseau GESAT. Alors le réseau GESAT, en fait, c'est une structure qui a identifié l'ensemble des prestataires qui relèvent du secteur protégé et adapté au travers d'un site, d'une base de données. Et le fait que la mission handicap soit en convention, en partenariat avec le réseau GESAT, ça vous permet, vous, entreprises qui relèvent de la mission handicap, d'avoir un accès en fait privilégié à cette base de données. Et on peut aussi également vous accompagner si vous avez, je ne sais pas, une recherche spécifique de prestataires. Par exemple, je ne sais pas, pour une société de production qui souhaiterait mettre en place un événement pour la sortie d'un film. On peut vous accompagner à identifier des prestataires en lien avec un événement spécifique. Et on a également un axe qui est en lien avec conseil sur l'accessibilité. Donc, ça peut être l'accessibilité des lieux, l'accessibilité des œuvres, l'accessibilité des programmes. Donc là, c'est le premier axe qui est dédié à nos entreprises. Et en parallèle, comme je vous l'ai indiqué, on accompagne les salariés de nos secteurs confrontés à des difficultés de santé ou en situation de handicap, pour qui la problématique de santé constitue un frein sur le retour ou le maintien dans l'emploi. On propose vraiment un accompagnement à 360 degrés qui vise à sécuriser la situation sociale, financière, médicale, bien sûr professionnelle et administrative
Donc, concrètement, on accompagne, je vous ai parlé du statut de travailleur handicapé, on accompagne sur la mise en place de ce dossier auprès de la MDPH. On donne des informations sur l'accès aux droits, par exemple pour une demande de pension d'invalidité auprès de la sécurité sociale, pour une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la MDPH. On constate en fait, dans le cadre de nos accompagnements, que du fait de problématiques de santé, beaucoup de nos professionnels ont besoin de repenser leur projet professionnel. Donc, on peut aussi les accompagner sur ces questions-là. Et en lien avec un réseau de partenaires, on peut aider aussi à identifier et à mobiliser les aides pour aider à la compensation du handicap. Et donc là, on vous a cité quelques-uns de notre réseau de partenaires. Donc, Cap Emploi, Emma en a parlé. Pôle emploi spectacle, AFDAS, Tali Santé, qui est la médecine du travail spécifique pour les intermittents. Donc, en fait, on a mis en place une plateforme qui regroupe en fait ces différents acteurs, qui permet en fait de fluidifier la et en fait, quelle que soit la porte d'entrée, c'est-à-dire que le professionnel contacte Audience ou la médecine du travail ou Cap Emploi, si à partir du moment il travaille dans nos secteurs d'activité, il y a tout ce réseau de partenaires qui peut être mobilisé pour aider à identifier et à mobiliser des solutions qui parfois ne sont pas simples pour les professionnels qui relèvent de nos secteurs d'activité. Et dans le cadre de la mission handicap, comme d'un côté, nous accompagnons les entreprises et de l'autre, nous accompagnons les professionnels, on a mis en place une petite CV Tech avec des profils identifiés, des profils vraiment spécifiques au secteur de la culture, alors à la fois des artistes, des techniciens, des professionnels qui relèvent du secteur administratif. Et du coup, on est de plus en plus sollicité par des entreprises de nos secteurs sur des questions de recrutement. Donc, il y a un certain nombre de mises en relation qui ont pu se mettre en place depuis la création de la mission handicap. Et certains contrats ont pu être conclus au travers de ces mises en relation. Alors, sachez ça, je ne voulais pas préciser, les prestations, les accompagnements qui sont proposés dans le cadre de la mission handicap sont gratuits pour les entreprises qui relèvent de ces secteurs-là. En fait, ils sont gratuits, c'est-à-dire qu'ils sont financés par les contributions qui sont versées par les entreprises de ces secteurs-là qui ne parviennent pas à remplir leur obligation d'emploi auprès de l'AGFIP. Et du coup, l'AGFIP a mutualisé toutes les contributions des entreprises de ces secteurs-là, complétées par des financements d'audience pour proposer ces prestations d'accompagnement aux entreprises qui relèvent de ces secteurs-là. Nous vous avons donné les contacts à la fois de la mission handicap avec un renvoi vers le www.missionh-spectacle.fr qui est vraiment un site de ressources sur la question de l'emploi et du handicap. On a mis en place des fiches pratiques, des fiches techniques, le lien avec la base du réseau GESAT, des témoignages à la fois d'entreprises, à la fois de salariés qui ont pu être accompagnés par la mission handicap. Vous avez mon contact. Ça, c'est moi, je suis plutôt en charge de l'accompagnement des entreprises. Vous avez le contact d'Emma, qui est plutôt en lien avec l'accompagnement des salariés. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup, Sarah, pour cette webconférence. Alors, le fonctionnement, c'est déjà, je dis un petit mot sur la prochaine webconférence audience qui aura lieu le 15 novembre. Nous parlerons technique, nous tâcherons de décortiquer le bulletin de paie pour y voir clair, et notamment, évidemment, au regard des particularités liées au secteur du spectacle. Mais avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil du côté du chat. Il y avait 2-3 questions sur lesquelles on pourrait peut-être se pencher. Alors, Emma, Sarah, si vous êtes d'accord, je pose la question. Alors, nous avons une question qui est est-ce que les employeurs ont le droit de demander à leurs salariés de déclarer leur handicap et de faire leur démarche auprès de la MDPH? Alors, tout dépend en fait. Alors, si vous, en tant qu'employeur, vous avez connaissance de la situation de santé, en fait, la première des choses, c'est d'indiquer aux salariés qu'il y a une médecine du travail. Donc là, le médecin du travail peut accompagner le salarié. Alors, parfois, dans la médecine du travail, il y a aussi des assistantes sociales, peut informer, accompagner le salarié dans la mise en place de ces démarches. Vous pouvez aussi donner les coordonnées d'Emma ou mes coordonnées à votre salarié s'il souhaite aussi avoir des infos, parce que le fait, nous,
qu'on soit extérieur en fait à l'entreprise, ça permet parfois aux salariés d'être plus tranquilles en fait pour aborder ces questions-là. Après, dans tous les cas, c'est aux salariés d'enclencher la démarche. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une démarche qui est personnelle et confidentielle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu accès au dossier de la MDPH, mais il est en 2 parties. Donc, il y a une partie administrative qui doit être remplie par le professionnel, par le salarié, excusez-moi. Mais il peut se faire accompagner par une structure. Hein, ça peut être la médecine du travail, ça peut être la mission handicap. Et il y a une partie médicale qui doit être remplie par un médecin, son médecin traitant. Et la médecine du travail, en cas de risque un peu d'inaptitude au poste, peut faire une démarche accélérée, ce qu'on appelle une procédure accélérée, pour obtenir le statut de travailleur handicapé auprès de la MDPH. Mais dans tous les cas, c'est aux salariés d'enclencher la demande. D'accord. Donc, l'employeur peut informer le salarié, mais ça reste de sa responsabilité. Stéphane nous demande le point sur les obligations des entreprises qui ont moins de 20 salariés. Alors, il y a la seule, entre guillemets, obligation pour les entreprises de moins de 20 salariés maintenant, c'est de déclarer au travers de la DSN si, au sein de leurs effectifs, ils ont des travailleurs handicapés. Mais il n'y a pas d'obligation financière. En fait, dans le cadre de la réforme, le gouvernement a souhaité que toutes les entreprises dorénavant, même celles de moins de 20 salariés, déclarent s'ils ont au sein de leur effectif des travailleurs handicapés, pour avoir une vue plus fine, plus précise de la répartition des travailleurs handicapés dans les entreprises en France, parce qu'on constate que même les entreprises qui ont moins de 20 salariés nous sollicitent et ont au sein de leur effectif des travailleurs handicapés. Ok. Et Stéphane avait une deuxième question, qui est un cas particulier, je la lis. Oui. Une salariée en CDI, avec un temps très partiel, vient d'avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'entreprise donc souhaite faire évoluer son contrat, éventuellement en augmentant le nombre d'heures et en changeant le poste. Est-ce que dans ce cas-là, il y a des aides qui sont possibles? Ça, il faut vous rapprocher. Tu veux répondre peut-être, Emma? Alors il faudrait, ça dépend de quel type d'aide, le type d'aide dont vous auriez besoin, mais logiquement, là, vous pourriez avoir accès aux aides dont Emma a parlé. Et dans tous les cas, il faut vous rapprocher du SAMED Cap Emploi, du lieu de l'entreprise. Il y a normalement un Cap Emploi SAMED par département. Alors justement, en parlant de département, Karine nous demande si l'on a la liste des sous-traitants par département. Alors, tout à fait. En fait, dans le cadre, justement, je vous ai parlé du réseau GESAT. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez les codes d'accès à la base du réseau GESAT. Vous verrez, si vous allez sur donc la base d'accès, elle est accessible à tout le monde. Hein, mais le fait de passer par nous, vous allez avoir un accès un peu plus privilégié avec un peu plus d'informations. Mais même sans code d'accès, vous pouvez faire une recherche par type de prestation recherchée, secteur d'activité et bien sûr par lieu géographique. D'accord. Benjamin pose une question. Alors, je pense pouvoir répondre. On va voir si j'ai tout suivi. Les compagnies dans le secteur du spectacle qui sont structurées sous forme associative sont-elles concernées par cette réglementation? La réponse est oui. On est sur une réglementation qui vise tous les employeurs et quelle que soit la structure juridique, que ce soit sous forme sociétale ou sous forme associative. Alors, celle, bien sûr, de plus de 20 salariés. Hein. Nous sommes d'accord. On reste sur ce critère-là. Et donc après, oui, une autre question de monsieur ou madame Mourou, je ne sais pas si c'est le nom ou le prénom, qui dit « J'ai entendu que toutes les entreprises seraient concernées, pas uniquement celles de plus de salariés, ai-je bien entendu ?» Donc moi, je vois si j'ai bien compris, Sarah, l'obligation relativement nouvelle concernant les entreprises de moins de 20 salariés, c'est l'obligation de déclaration des travailleurs en situation de handicap sur la DSN. Pour ces entreprises, il n'y a pas d'obligation financière, il y a juste une obligation déclarative. C'est vrai qu'au moment de la réforme, il y avait plusieurs possibilités. On ne savait pas trop ce que le gouvernement allait décider. En effet, on s'attendait qu'éventuellement, même les entreprises de moins de 20 salariés seraient peut-être à un moment donné soumises à cette obligation d'emploi.
ça n'est pas passé. Donc, ça reste vraiment uniquement les entreprises de plus de 20 salariés. Mais en effet, maintenant, la déclaration concerne toutes les entreprises. Vincent nous demande quelles sont les règles concernant le seuil des plus de 20 salariés. Faut-il que ce seuil, pour être assujetti aux règles, aux règles notamment aux contraintes financières, soit dépassé pendant 5 ans d'affilée pour y être soumis? Est-ce que l'on sait ça? Oui, en fait, une entreprise qui aurait, alors ça c'est beaucoup pour notamment les entreprises qui emploient beaucoup de contrats temporaires comme des artistes et techniciens qui relèvent du régime de l'intermittent du spectacle. Une année, vous allez atteindre les 20 salariés. L'année d'après, vous allez sortir. En effet, il faut que pendant plus de 5 ans consécutifs, le fait que vous sortiez une année, ça remet les compteurs à zéro. En effet, il faut 5 années consécutives avec plus de 20 salariés. Ok. Donc, du coup, on répond par là même à la question de Lou. Comment est calculé cet effectif de 20 salariés? Comment ça se passe si on dépasse au cours d'une seule année? Donc, tu viens d'apporter une réponse. Et Vincent, un peu plus loin, nous dit que les règles de calcul d'effectifs ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus sur le nombre d'heures, mais sur le nombre de jours. Oui, parce que c'est parce que ça passe par la DSN, tout à fait, ouais. Bon, ok. Ouais. Une question de Razia. Peut-on demander à un salarié s'il a la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, donc officiellement, par le biais de la MDPH, lors de l'embauche, et comment faire si le salarié ne souhaite pas nous divulguer cette information? Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, c'est que donc je vous ai indiqué que c'était une démarche personnelle et confidentielle et que le salarié est l'unique destinataire de la décision. Donc c'est à lui de décider de vous en faire part ou pas. Moi, je vous invite en fait lors de recrutement de vraiment mettre en avant dans le cadre de vos offres d'emploi que vous êtes entre guillemets une entreprise handi-accueillante, ce qui peut amener ensuite le salarié à mettre en avant le fait qu'il a une reconnaissance. Mais en aucun cas, il y a une obligation pour lui de vous l'indiquer. Dans le cadre d'un recrutement, par contre, si le salarié vous indique qu'il a une RQTH, vous n'avez pas à lui demander quelle est sa pathologie, mais il faut vraiment parler en termes de contre-indication médicale et en termes, bien sûr, de besoin d'aménagement de son poste de travail. Après, alors, on a parlé un petit peu du maintien dans l'emploi. Nous, on accompagne en fait des entreprises dans le cadre de la mission handicap sur des actions de sensibilisation pour aider justement les salariés à se révéler. Alors, c'est-à-dire que certains ont des problèmes de santé mais ne savent pas. Par exemple, on n'a pas fait un focus sur les types de pathologies qui pourraient ouvrir le droit au statut de travail handicapé, mais c'est à partir du moment où la situation de santé a des répercussions au niveau de l'activité professionnelle. Ça peut être des problèmes de dos, ça peut être un cancer, ça peut être du diabète, ça peut être des allergies, etc. Donc, dans le cadre d'actions de sensibilisation, ça peut aussi aider les salariés, à être informés du fait de leur situation, ils pourraient avoir accès au statut de travail handicapé, et aussi pousser les salariés qui seraient déjà titulaires de ce statut-là, mais qui auraient peut-être des freins, à le révéler auprès des employeurs. Ok. Oui, ça, je crois que c'est un sujet qui est... On n'a pas évidemment toujours connaissance de la situation, donc la question est tout à fait légitime. Peut-être une dernière question de Laura, un peu technique. Est-ce qu'il est possible de déclarer un salarié, entre guillemets, en retard, si on a moins de 20 salariés dans sa DSN, j'imagine? Alors, j'ai pas compris le fait en retard. C'est-à-dire que si ça n'a pas été fait tous les mois, c'est ça? C'est comme ça que je comprends la question, oui. Je ne pense pas. De toute façon, s'il y a moins de 20 salariés, ça n'a pas de gros impact en fait. Mais après, il faut régulariser à partir du moment, sur les prochaines DSN. Mais de toute façon, ça n'a pas d'impact parce que vous n'êtes pas soumis à l'obligation d'emploi. Oui, c'est déclaratif, il faut le faire. C'est ça. Mais effectivement, il n'y aura pas de sanction. Il n'y aura pas de sanction si vous l'avez oublié en fait. Si c'était ça la question. Oui. Après, je pense que sur une question technique sur la DSN, il est possible que l'éditeur du logiciel ait la réponse technique là-dessus, sur cette possibilité éventuellement de rattrapage entre guillemets. Une question de Razia. Nous embauchons beaucoup de personnes en CDD et des intermittents du spectacle. Est-ce qu'on peut leur demander par mail s'ils ont la reconnaissance ou une carte d'invalidité? Je te laisse répondre. Alors,
Dit comme ça me paraît un petit peu compliqué. Alors après, je ne sais pas dans quel type d'établissement vous évoluez, mais je sais qu'on a accompagné des entreprises qui relèvent de la branche de la production audiovisuelle. Alors certains, on a travaillé un flyer en commun où ils présentaient eux leur structure et nous ce qu'on faisait, et où on a aussi proposé de joindre le flyer de la mission handicap aux fiches de paye qui étaient adressées aux intermittents. Sous-entendu, si vous avez une problématique de santé, n'hésitez pas à revenir soit vers la mission handicap, soit vers nous, employeurs, parce que voilà, on est ouvert sur ces questions-là. Oui, et en fait, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Karine disait que le sujet était effectivement assez intéressant. C'est-à-dire comment sensibiliser finalement les salariés sur ce sujet, qui est évidemment loin d'être évident. Et donc, je trouve que c'est une idée qui est pas mal, à un moment donné, dans le process du recrutement, du travail, d'informer simplement les salariés sur ces possibilités et surtout qu'ils puissent aller s'informer en dehors de l'entreprise. Ça génère évidemment, ça entretient la confidentialité, donc c'est plutôt bien. Ouais. Et n'hésitez pas, voilà, là il y a la semaine pour l'emploi des personnes, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui approche mi-novembre, à peut-être mettre en place déjà de l'information sur cette semaine-là. Là, c'est peut-être un peu trop proche dans le temps pour prévoir des actions, mais n'hésitez pas. On pourra vous donner précisément des actions qui peuvent être mises en place au-delà de la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés. Ça peut être si vous avez un intranet, faire le renvoi vers le site de la mission handicap. Voilà, il y a plusieurs actions en fonction aussi des spécificités de vos entreprises. Vous connaissez un peu vos salariés, leurs particularités et voir un peu, nous, on fait vraiment dans la dentelle, on peut vous accompagner vraiment de façon précise à réfléchir ensemble à l'action de sensibilisation qui serait la plus à même de fonctionner par rapport à votre structure. Alors, juste avant de finir, donc là, ce qu'on vous a proposé, donc les actions de la mission handicap sont gratuites pour les entreprises qui relèvent de ces secteurs-là. Là, j'ai cru voir dans la liste des entreprises inscrites que certaines ne relèvent pas de ces branches-là. On propose aussi à Audience une offre payante pour vous accompagner sur les questions d'emploi handicap à des tarifs très, très avantageux par rapport à d'autres cabinets sur ces questions-là. Ok, je remets peut-être la vignette avec vos coordonnées, mais pour rappel, cette webconférence est enregistrée. Vous y aurez accès au plus tard lundi sur la chaîne YouTube d'Audience et vous pouvez aussi télécharger le support sur le site internet d'Audience au plus tard lundi. Écoutez, merci beaucoup Emma, merci beaucoup Sarah, merci à tous les participants. Excellente journée à vous et à très bientôt. À bientôt.